Bonjour chers étudiants, aujourd'hui on va voir le thème suivant. Le mouvement de 46 était-il révolutionnaire? Naturellement, lors de la dernière séance, on avait vu le gouverneur de l'ESCO. On avait vu que le gouverneur de l'ESCO était un gouvernement mulatriste. Un gouvernement qui reposait sur le préjugé de couleur. Maintenant, en réaction au mulatisme de l'ESCO, on va voir le mouvement de 46 qui était un mouvement noiriste. Un mouvement noiriste, et donc si on parle de 46, on va voir c'est l'avènement des noiristes, c'est la montée des noiristes et sur la scène politique. Ces gens-là se faisaient également appeler les authentiques. Donc, lorsqu'on parle des 46 ans, on peut dire également authentiques. Ces gens-là, ils vont lutter pour avoir le pouvoir avant et après la chute du gouvernement de l'ESCO. Maintenant, quelles sont les racines de 46? 46 n'est pas venu d'un seul coup. Naturellement, lorsqu'on dit 46, c'est 1946. Mais les luttes qu'on a eues en 46 entre Noirs et Mulattes, ces luttes, on les retrouvait déjà au 19e siècle haïtien entre les libéraux et les nationaux. Entre les libéraux et les nationaux. Vous savez qu'au 19e siècle, il y avait les libéraux avec les fameux Anténor Firmin. Il y avait Anténor Firmin, il y avait Hannibal Price et Edmond Paul. Et Edmond Paul, on avait également Bois Bazelet. Il y avait Bois Canal. C'était les leaders du Parti libéral, Bois Canal. Naturellement, on disait que les libéraux, c'était des mulattes, même si Anténor Firmin, lui, il n'était pas un mulatte, mais on disait que le Parti libéral représentait l'aristocratie mulatte. Pour les nationaux, on retrouvait par exemple Louis-Joseph Janvier. Des Maisons de l'Homme. On a Lysius Salomon. Etc. Naturellement, si on doit résumer, on dit que les libéraux étaient le parti de l'aristocratie mulatte et les nationaux, c'était le parti national, c'était le parti de l'aristocratie noire. Mais ces deux groupes se battaient pour le pouvoir sans tenir compte des revendications des paysans. Donc 1946, c'est comme la résurgence de cette lutte qu'il y a eu au 19e siècle entre les libéraux et les nationaux. Donc en 1946, on va voir que les Noirs, et ces gens-là, on les appelle les noiristes, c'était des Noirs qui prenaient le pouvoir aux Noirs. Comme avec les c'était le mulâtrisme, le pouvoir aux mulâtres. En 1946, c'est comme l'autre versant de ce qu'on appelle un préjugé de couleur, c'est le noirisme. C'était le noirisme versus le mulâtrisme. Donc avec l'ESCO, c'était tout le pouvoir aux mulattes. Avec les noiristes, ils ont dit, bon, le pouvoir doit revenir également aux noirs. C'est pour cela que le mouvement de 46 est considéré comme un mouvement noiriste, c'est-à-dire un mouvement qui prône le pouvoir aux noirs. Avec naturellement le slogan du Parti national, le pouvoir au plus grand nombre. Donc on va voir que les 46 ans, les 46 ans, c'était les hommes de 46, ils vont prôner le pouvoir au plus grand nombre, cela veut dire aux noirs. Maintenant, les 46, pour parler de 46, on a des intellectuels organiques. Et si on parle des intellectuels organiques de 46, il faut revenir au mouvement indigéniste. Lorsqu'on parle du mouvement indigéniste, il y a le nom qui revient, et il y a deux noms qui reviennent. C'est le nom de J.C. d'Orsainville, l'historien J.C. d'Orsainville. Mais encore une fois, le nom de Jean Price-Mars. Jean Price-Mars, c'est un intellectuel qui a écrit
et ainsi par Lalonde, qui a écrit La vocation de l'élite, ces intellectuels-là, ils dénonçaient le bovarisme des Haïtiens. Ils dénonçaient ce qu'on appelle la blancophilie. La blancophilie. Pour ces intellectuels, il fallait retourner aux valeurs africaines. Il fallait retourner aux valeurs africaines. Il faut laisser les valeurs occidentales, les valeurs de l'Occident, pour retourner aux valeurs africaines. Donc l'école indigéniste prenait le retour aux valeurs africaines. Naturellement, à part Dorsainville et Price-Mars, on va retrouver ce qu'on appelle le mouvement des griots, l'école des griots. L'école des griots, avec les 3D. Lorsqu'on parle de l'école des griots, on voit les 3D. Premièrement, François Duvalier. François Duvalier. On a eu Lorimer Denis et Louis Diacroix. Louis Diacroix, les 3D. Ces gens-là, avec l'école des griots, ils voulaient revenir à l'Afrique. Il faut adopter les valeurs africaines. Il faut laisser tomber les valeurs occidentales. Donc, ces intellectuels-là, ils seront à la base de ce qu'on appelle le mouvement de 46. Parce que si 46 prône le retour au pouvoir des Noirs, la fin des privilèges des mulâtres, le mouvement indigéniste prône le retour aux valeurs africaines. Donc, il y a un lien entre l'école indigéniste et le mouvement de 46. Parce que l'école indigéniste, il prenait le retour aux valeurs africaines, il prenait la fin de la blancophilie, et 46, de son côté, prenait le pouvoir au nord. C'est pour cela qu'on parle de pouvoir noiriste. Maintenant, dans quel contexte international 46 est venu? Donc, il y a un lien entre 46 et le contexte international. Le contexte international, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. La fin de la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on parle surtout de liberté. On parle de liberté. Fini les régimes totalitaires, fini la colonisation. Et c'est l'époque de la décolonisation. C'est l'époque de la décolonisation en Afrique et en Asie. Cela veut dire des territoires tels que l'Afrique qui ont été colonisés par les Européens, ces territoires-là seront décolonisés. Ces peuples-là ont eu à prendre leur liberté. C'est l'époque de l'autodétermination des peuples. L'autodétermination des peuples. Ça, c'est le contexte international. Autodétermination des peuples. Vous savez qu'en 1955, par exemple, on a eu la conférence de Bandung qui va venir après, conférence de Bandung. Mais bien avant la conférence de Bandung, et après 1945, c'est la création, après 1945 et 45, c'est la création de l'ONU. C'est la création de l'ONU à partir de la conférence de San Francisco. Et à partir de la création de l'ONU, on va prôner le droit des peuples à l'autodétermination, le droit des peuples à l'indépendance. Donc en Haïti, ces idées-là auront des répercussions en Haïti. Et donc si on parle de liberté, cette notion doit arriver également en Haïti. C'est pour cela que vous allez voir que les gens en Haïti vont profiter de ces idées-là qui circulaient à travers le monde pour chasser le régime de l'ESCO, qui était un régime raciste, un régime mulâtriste, un régime exclusiviste. Donc, lorsqu'on parle de 46, il y a un lien entre le contexte international et 46. Sur le plan international, c'est l'ère de la liberté, c'est l'ère de la décolonisation, c'est l'ère de l'émancipation des peuples. Donc ces idées-là vont avoir des répercussions en Haïti et en 46. Donc on va finir avec le mulâtrisme et on va prôner l'avènement au pouvoir de la majorité. En Haïti, lorsqu'on parle de la majorité, cela veut dire les 98% de Noirs qui forment la population haïtienne. Donc des gens vont profiter de leur couleur pour accéder au pouvoir. C'est pour cela qu'on a parlé du pouvoir de la majorité. Maintenant, et les masses populaires dans tout ça? Les noiristes, les 46 ans, ils voulaient accéder au pouvoir. Accéder au pouvoir. Mais l'accession au pouvoir
des 46 ans, de ces noirs-là, de ces couches moyennes noires, est-ce que cela signifie que les masses populaires auront accès aux richesses nationales? Ma réponse est non. Si ma réponse est non, cela veut dire que le mouvement de 46 n'était pas révolutionnaire. Donc, le mouvement de 46 était-il révolutionnaire? La réponse est non. Le mouvement de 46 n'était pas révolutionnaire. Pourquoi nous disons que le mouvement de 46 n'était pas révolutionnaire? Le mouvement de 46 n'était pas révolutionnaire parce que les masses paysannes, les masses populaires sont toujours restées dans le même état. Il n'y a pas eu changement de la société. Les masses populaires sont restées dans le même état. Le mouvement de 46 ne peut pas être considéré comme un mouvement révolutionnaire parce qu'il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement dans le système social. Il n'y a pas eu de changement fondamental, je dois ajouter fondamental. Il n'y a pas eu de changement profond dans le système social. Donc, les gens ont pris le pouvoir au nom des masses noires, les gens ont pris le pouvoir au nom des masses défavorisées, mais les conditions de vie des masses défavorisées sont toujours restées et dans le même état. Donc il n'y a pas eu de changement fondamental, il n'y a pas eu de changement radical. Les structures de la société sont restées telles quelles. Et si les structures de la société sont restées telles quelles, nous ne pouvons pas dire que le mouvement de 46 était révolutionnaire. Certes, il y a eu des changements, on va voir ça. Mais ces changements-là, c'était des changements cosmétiques. 46, en d'autres termes, 46 était un mouvement réformiste. C'était un mouvement réformiste. Il y a eu quelques petits changements, mais en réalité, la société est restée telle qu'elle. Les masses populaires sont toujours restées dans le même état. Leurs conditions de vie étaient toujours infrahumaines. Donc, malgré 46, malgré le passage du mulâtrisme au noirisme, les masses populaires n'étaient pas concernées. Donc, à partir de cela, on peut dire que le mouvement de 46 n'était pas révolutionnaire. Donc, si les conditions de vie des pauvres sont restées telles quelles, on ne peut pas parler de révolution. Parce qu'on a une révolution lorsque les conditions de vie des pauvres ont radicalement changé. Lorsque les masses populaires ont la possibilité de changer leurs conditions de vie. Tel n'était pas le cas de 46. Donc alors, on ne peut pas dire que le mouvement de 46 était révolutionnaire. Donc c'était un mouvement réformiste. À la rigueur, on peut dire que c'était un mouvement réformiste. Maintenant, 46 avait-il entraîné des conséquences? Oui, il y a eu des conséquences. Par exemple, on voit par exemple, il y avait des Noirs qui avaient enfin la possibilité d'accéder à des postes. Alors qu'avant, c'était pas possible. Sous les choses, c'était pas possible. Mais à partir de 46, les Noirs ont eu la possibilité d'accéder à des postes dans l'administration publique et dans la diplomatie. Contrairement à la situation sous l'ESCO, les Noirs pouvaient accéder à la diplomatie. Et il y a l'autre changement. Par exemple, pour alguien de l'école qui va le créer, côté nous allons assister un peu à une sorte de massification de l'éducation. Pour alguien de l'école qui va le créer, et après de lycée Toussaint, par exemple, et qui va le créer pendant le mouvement 46 là. Nous pouvons voir que pour alguien, à partir de 46, nous pouvons voir que pour alguien de syndicats qui va le créer, etc. Tout ça, c'est de effet de 46 qui pourra le faire nous dire que 46 c'était une conséquence, mais en gros, il y avait des conséquences telles que la massification de l'éducation, le droit pour les gens de pouvoir et donner leur opinion, et le syndicalisme. Il y a eu la création également de certains partis, les partis communistes, etc. Et on connaît le cas du Parti communiste haïtien, le premier parti communiste haïtien qui a été créé par Jacques Roumain, tout ça, ce sont les conséquences de 46. Mais en gros, 46 n'a pas opéré les changements espérés. Les couches populaires n'ont pas eu accès, n'ont pas eu de grands changements dans leurs conditions de vie. Donc, à partir de cela, nous concluons que le mouvement de 46 n'était pas un mouvement révolutionnaire. Naturellement, il y a eu tout ce bouillonnement en 46 et c'est à partir de ce bouillonnement qu'on a assisté à l'avènement au pouvoir de Dumas Estimé, qui est considéré comme le leader de 46. Il va monter au pouvoir le 16 août 1946. Dans la prochaine séance, nous verrons est-ce que Estimé
et comment était-il monté au pouvoir et quelles ont été les réalisations de ce président qui est considéré comme le porte-parole des Noiristes. Je vous remercie.